Binge Audio. En juin 1999, j'avais 13 ans. J'étais au collège et avec mon meilleur pote Anthony, c'était la période qu'on préférait dans l'année, celle de la fête du cinéma. Pendant 3 jours, on pouvait voir un maximum de films puisque les places ne coûtaient que 10 francs. J'ai l'impression d'avoir 1000 ans quand je raconte ça. Mais bref, 10 francs, bande de sales jeunes qui nous écoutaient, ça fait en gros 1,50€. Autant vous dire que malgré nos maigres budgets d'adolescents, on arrivait à se voir presque une dizaine de films sur le week-end. Un bonheur. Certes, on voyait pas mal de blues, mais on tombait aussi sur des films qui allaient bouleverser en profondeur notre rapport à la cinéphilie. Ce qui nous ramène à ce mois de juin 1999, puisque parmi les films à l'affiche, il y avait Matrix. La matrice est le monde qu'ils ont placé devant ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. On l'annonce comme le premier film de l'an 2000 et l'entrée du 7e art dans une nouvelle dimension, le cyberespace. Le film fait déjà un tabac aux États-Unis et il est même piraté sur Internet. Bienvenue dans le monde réel. Immédiatement devenu culte, Matrix a retourné le cerveau de plusieurs générations successives et est devenu une référence bien au-delà des simples amateurs de cinéma. Sa profondeur scénaristique et sa grande plasticité en ont fait un réservoir à fantasmes au point que les métaphores que tisse le film sont reprises aussi bien par les mouvements de gauche radicaux que par l'extrême droite complotiste la plus zinzin, celle qui pense par exemple que le monde est dirigé par une secte de reptiliens venus d'une autre galaxie pour nous asservir. Pourquoi ce film en particulier nous a-t-il fait un tel effet et continue-t-il de nous fasciner ? C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Malheureusement, il est impossible de décrire la matrice. Tu devras l'explorer toi-même. Et pour nous accompagner dans les méandres de la matrice, j'ai fait appel à mon guide préféré dès qu'il s'agit de cinéma, mon camarade François Caux, journaliste chez Mad Movies et animateur du podcast hautement recommandable Discordia. François, à qui j'ai demandé, histoire de tout reprendre depuis le début, c'est quoi Matrix ? Matrix, c'est le second long métrage des Wachowski, les sœurs Wachowski, qui n'avaient pas encore fait leur transition de genre à l'époque, et qui étaient connus pour avoir réalisé un premier long qui s'appelait Bound, qui était un thriller lesbien avec une mise en scène très opératique, qui était très 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 sensuel, qui était drôle, bien écrit, remarquablement incarné par Jennifer Tilly, Gina Gershon et John Pantoliano. Et là, c'était un film qui avait vraiment qui arrivait en fait dans cette ère qui était dirigée d'une main de fer par Quentin Tarantino, le polar cool. Et c'est dans toute cette galaxie-là, en fait, c'est un film qui était arrivé à se singulariser, en fait, par cette approche esthétique, par son écriture, par aussi le fait de mettre en scène deux femmes, dans des rôles forts. Et on attendait beaucoup la suite de leur filmographie, et le film avait un peu intrigué ceux qui s'intéressaient à la chose cinématographique, déjà par ce premier long métrage, mais aussi parce que c'est un film, on annonçait en fait des chorégraphies d'inspiration hongkongaise, avec Yuen Woo-ping qui s'occuperait des combats, avec des combats câblés, qui reprenait aussi l'esthétique cyberpunk, qui rassemblait un casting là aussi intéressant. La bande-annonce avait fait l'effet d'une déflagration. En fait, il y avait un magazine qui existait à l'époque qui s'appelait Ciné Live, qui avait un CD-ROM. Alors voilà, je vous parle de choses antédiluviennes, n'est-ce pas ? Mais il y avait un CD-ROM et il y avait la bande-annonce de Matrix dessus, et c'est vrai que c'était un objet qu'on chérissait en fait, parce qu'on pouvait regarder la bande-annonce quand on voulait, et à l'époque c'était fou. Voilà, Internet n'était pas aussi évolué qu'aujourd'hui, donc on faisait avec ce qu'on pouvait, et c'est vrai que ces images-là avaient un pouvoir fascinant, hypnotique, original, parce que justement il y avait ces mélanges d'influences qui étaient très intrigants. Il y avait le côté gothique,
esthétique cyberpunk aussi qui pouvait séduire. Il y avait la promesse d'une bande son qui serait à la hauteur. Et c'est un film qui est arrivé dans une année très riche en termes cinématographiques. 1999, c'était vraiment la victoire par chaos quasiment de l'industrie cinématographique américaine, avec beaucoup de grosses locomotives, comme le retour de la saga Star Wars. À l'époque, c'était un événement quand il y avait un film Star Wars. Donc voilà, la menace fantôme de George Lucas. Il y avait l'arrivée dans nos vies de M. Night Shyamalan avec Le Sixième Sens. Il y avait Virgin Suicides de Sofia Coppola, Fight Club, Magnolia de Paul Thomas Anderson, le film South Park, voilà, pour les amateurs. Enfin, c'était vraiment, on en avait pour tous les goûts. Et il y avait aussi ce mélange encore entre un certain cinéma d'auteur et des blockbusters assez ambitieux qui incorporaient ces dynamiques de cinéma d'auteur. Donc Matrix arrivait vraiment dans ce paysage idéal-là. As-tu déjà fait un rêve qui avait l'air plus vrai que la réalité ? Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel ? C'est quoi la matrice ? Peut-être pour celles et ceux qui l'ont pas vu, parce que je suis sûr qu'il y en a, ça parle de quoi, Matrix, François ? Alors, l'histoire de Matrix, c'est un certain Thomas Anderson qui est joué par Keanu Reeves, qui est un programmateur informatique assez lambda, qui bosse dans un open space et qui, la nuit, intègre les hackerspace sous le nom de Neo, et il tourne autour d'une espèce de légende urbaine qui accourt justement dans les hackerspace, quelque chose qu'on appellerait la Matrix. Qu'est-ce que c'est que la Matrix ? C'est la question qui revient. Il y a quelqu'un qui lui tend une main pour savoir ce que c'est, un certain Morpheus, joué par Laurence Fishburne, qui lui donne le choix entre prendre la pilule bleue et donc rester vraiment dans son état de connaissance actuel, ou la pilule rouge, qui lui ouvrirait l'esprit sur ce qui se passe réellement, à savoir que le monde tel qu'il le connaît n'est qu'une simulation informatique qui est gérée par une énorme intelligence artificielle qui répond au nom de Matrice et qui, en fait, après une guerre extrêmement succincte contre la race humaine, l'a asservie en esclavage et s'en sert tout bonnement comme des batteries, pourrait-on dire. Et Neo Thomas Anderson va choisir la pilule rouge et va intégrer la résistance dont fait partie Morpheus, mais aussi Trinity, jouée par Carrie-Anne Moss. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. T'as commencé à le dire un petit peu, la sortie de Matrix était d'autant plus attendue qu'on nous annonçait quelque chose de visuellement très, très impressionnant. Est-ce que dans ton souvenir, c'était justement à la hauteur des attentes quand il est sorti ? La première fois que j'ai découvert le film, ça a été un ravissement esthétique et un choc thématique. Ravissement esthétique parce que c'était la fin des années 90 et le cinéma hongkongais commençait à être connu et diffusé en France, surtout à la grâce du travail de la société de distribution HK Vidéo, qui éditait beaucoup, qui a édité des Choi Ark, des John Woo et beaucoup de films du cinéma hongkongais des années 80 et 90. Donc c'est un cinéma que j'embrassais follement à l'époque. C'est un cinéma que j'embrassais follement à l'époque, que j'aimais énormément. Et de voir ça dans le cadre d'un blockbuster américain, qui l'utilisait avec respect, qui reprenait ses codes, qui reprenait les combats câblés, mais qui en faisait quelque chose de différent, qui l'amenait ailleurs, qui en faisait un objet complètement syncrétique, c'est-à-dire qu'on avait à la fois Hollywood, on avait Hong Kong, on avait une sensibilité aussi d'auteur qui laisser des indices sur le sens potentiel du film, des degrés de réalité un petit peu partout. Il y avait un côté passionnant et visuellement, c'était une expérience qui était très stimulante. Alors c'est pas le film qui l'a inventé, mais il y a eu un effet assez choc autour de la technique qu'on appelle le bullet time, c'est-à-dire grosso modo alors à l'époque, on disposait plein d'appareils photo en cercle pour avoir un effet de caméra circulaire autour d'un individu
individus, et l'effet était magnifiquement employé dans ce film-là. Il y avait plein d'idées visuelles, il y avait ce ton gothique qui était un petit peu en vogue dans les années 90. Ça correspondait à un air du temps, ça correspondait à des interrogations, ça correspondait à une appétence visuelle et artistique qui en faisait un objet assez unique. Malgré tous ces amas de références, ça faisait un objet nouveau en fait. Et c'était très 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 stimulant, à la fois esthétiquement, artistiquement et thématiquement. Et il y avait aussi un élément qui peut paraître anecdotique, mais qui n'était pas du tout à l'époque de la sortie du film, c'était sa BO, la musique qui accompagnait le film. Là aussi venait rassembler tout un tas d'artistes et de sonorités qui formaient vraiment la musique de cette époque-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus 1999 que la BO de Matrix. Effectivement, la bande originale de Matrix regroupait à la fois des artistes qui étaient vraiment phares de cette époque-là. Il y avait du Massive Attack, il y avait du Prodigy, ça se finissait sur un titre de Rage Against the Machine, et il y avait aussi, pour faire le lien, les compositions de Don Davis qui parfois dans les titres des morceaux faisaient partie de ce jeu de pistes que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on avait des indications sur des intentions, sur telle référence, sur telle scène. Enfin, tout était cohérent et voilà, tout était à l'heure, tout était dans l'époque et même au-delà. Moi, j'ai l'impression que, a posteriori, forcément, le film a eu un espèce d'impact culturel immédiat, que c'est devenu tout de suite complètement culte, que dans l'imaginaire collectif, ça s'est tout de suite imposé. C'est possiblement une reconstruction postérieure. Est-ce que tu dirais que toi, ça a été le cas, ou est-ce que ça a pris un peu plus de temps ? Non, le film a été un phénomène de société tout de suite à sa sortie, dans le sens où, si tu regardes des vieux reportages d'époque, déjà il y en a, ce qui n'était pas le cas de tous les films qui sortaient au cinéma, mais comment dire, c'est c'est très dans le ton de la télévision, encore malheureusement d'aujourd'hui, mais vraiment la fin des années 90, début 2000, c'est regardez ces gens un peu bizarres. Voilà, ils se concentraient sur les fans du film qui allaient le revoir, qui étaient tous lookés en noir. C'est le mélange de l'irréel et du réel, on sait plus où on en est exactement. Enfin moi ça fait 3 fois que j'ai vu, donc Ça sort un petit peu de l'ordinaire, on voit pas ça tous les jours. Ce qui m'a plu, c'est qu'on est tout de suite très vite dedans, et en sortant, on a l'impression d'être dans un autre monde. Au-delà de ce côté folklorique, presque j'ai envie de dire, le film a immédiatement parlé à énormément de communautés, en fait, à ce qui était à l'époque des courants contre-culturels qui sont devenus beaucoup plus mainstream, notamment grâce à ce film, en fait, et par le succès qu'il a eu. Et voilà, ça a parlé aux fans de culture geek, aux fans de cinéma hongkongais, aux fans de culture gothique, et même voilà, à tous ceux qui s'intéressaient aux aspects les plus existentiels et vertigineux de la science-fiction. Le fait de citer Baudrillard, de s'en servir comme il le fait, ça intrigue. Le fait de justement faire de la théorie de la simulation, donc le fait que l'univers dans lequel on serait ne serait pas réel, mais serait soit un programme informatique, soit un rêve, c'est quelque chose de très ancien en fait, qui remonte vraiment à des millénaires en fait, qui a été et qui en plus a irrigué toutes les cultures. Et là, le film, c'est au cœur de son projet syncrétique, rassemble tout ça et là, le met au goût du jour quelque part. Et le met au goût du jour avec des interrogations qui lui sont propres, qui seront parfois révélées plusieurs décennies plus tard sur certains sens, etc. Et il en fait un objet qui est très stimulant. Voilà, c'est surtout ça en termes de choc cinématographique. Le film a créé des images immédiatement identifiables qui seront refaites à de multiples reprises et parodiées. Et je vois encore des parodies de Matrix dans des films contemporains. C'est-à-dire le bullet time dont je parlais tout à l'heure, le fait de tourner autour d'un personnage avec la caméra ou multiples appareils de prise de vue. Voilà, c'est quelque chose qui est encore là, qui est encore parodié. Alors maintenant, ça semble un peu vieux et un peu ringard, mais c'est toujours le cas. Il y a des scènes qui seront refaites à l'identique dans énormément de films asiatiques, dans des films indiens aussi. Pour moi, c'est assez éloquent en fait.
Tu parlais de communauté à l'instant, je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'à l'époque, effectivement, tu disais, on était en 99, on était en phase d'approche au niveau du web, c'est-à-dire que tout ce qui était Internet, tout ce qui était le numérique commençait à se généraliser, à devenir mainstream, c'était pas encore le cas, mais petit à petit, ça commençait à arriver dans nos vies. Et donc, avec ça, se développait aussi en ligne tout un tas de communautés de gens qui avaient des passions, des obsessions communes et qui les partageaient. C'était l'époque des forums, des chats IRC, etc. etc. Est-ce que tu penses que le côté très parfois cryptique ou parfois un peu jeu de piste de Matrix, qui peut être un truc qui stimule beaucoup les communautés en ligne, est-ce que ça a joué aussi dans le fait qu'il devienne culte, et notamment auprès de ce public-là qui commençait à fréquenter ces espaces-là? C'est un film qui, de par sa nature même, ne peut que séduire quiconque se sent à la marge, quiconque se sent appartenir à un groupe contre-culturel. C'est un film qui va te dire, dès ses premières scènes, je te reconnais, je reconnais ta curiosité, je reconnais ton côté un petit peu étrange, tu touches quelque chose de juste, suis-moi, on va voir comment on peut arranger les choses en fait. Et forcément, c'est quelque chose qui va marcher. Je sais qu'à un niveau personnel, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans le film et qui m'a immédiatement attrapé par le col. C'est voilà, étant un ancien gothique, étant un ancien amateur de musique industrielle, étant toujours amateur de films de Hong Kong. Oui, je trouvais voilà, c'est lapsus intéressant, je trouvais un film qui tout d'un coup me disait mais t'as raison, mais c'est bien, mais c'est super, et regarde ce qu'on peut en faire en fait. Et le film a un côté très 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 généreux. Et pour ce qui est du côté jeu de piste, oui, ça participe de ça parce que voilà, c'est pas un film qui se donne clé en main, c'est pas un film qui ressemblait, même si c'était une année très riche et très stimulante artistiquement, intellectuellement, c'est pas un film qui ressemblait au blockbuster un petit peu lambda qu'on pouvait déjà voir à l'époque. C'était quelque chose d'assez unique et qui révélait de nouvelles choses au fil des visions, et ça le rendait d'autant plus précieux. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Il y a quand même un revers à cette médaille, on va dire, du côté jeu de piste du film, c'est que ça peut être lu avec des lunettes un petit peu conspi, tout ça. Ça peut être aussi stimulant pour les gens qui sont sensibles à tout ce qui est de l'ordre des théories du complot, du complotisme, etc. etc. Est-ce que tu penses que ça a aussi, involontairement sans doute, stimulé ces communautés-là ? Le film a bien évidemment stimulé des personnes qui l'ont compris comme ça les arrangeait. L'exemple le plus fameux, c'est l'utilisation du terme red pill, donc prendre la pilule rouge, selon la phraséologie du film. Les gens qui sont red pill, généralement, c'est les gens qui se sont convertis à l'idéologie conservatrice, voire pire, plus que MAGA en fait. Il y avait une réponse fameuse de Ivanka Trump sur Twitter à Elon Musk qui disait prenez la pilule rouge, et Ivanka Trump disait c'est fait. Et Lily Wachowski, une des deux co-réalisatrices, leur disait allez vous faire foutre. Et voilà, ça résume bien. Mais voilà, c'est en fait, comment dire, c'est heureusement, malheureusement, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'un film sort, personne ne pourra empêcher quiconque de le comprendre de travers, ou de le comprendre comme il a envie de le comprendre, parce que c'est ça le jeu aussi. Et voilà, Matrix, c'est un film qui recèle énormément d'interprétations, de lectures, de codes. C'est un film qui a été révélé a posteriori comme une parabole sur la transsexualité. Peu de gens l'avaient vu comme ça à l'époque. Et alors que voilà, quand on donne les codes en disant oui, mais justement la couleur des pilules, etc., tel indice, telle scène, tel dialogue, oui.
évidemment. Mais sur le moment, c'était tout aussi facile de passer à côté, comme c'était malheureusement tout aussi facile de le prendre complètement à rebours de ses intentions, des intentions de ses réalisatrices pour le coup. Et ça, voilà, on peut pas empêcher les gens de rire au premier degré des blagues racistes d'OSS 117, alors que ce n'est pas du tout l'intention des auteurs, des comédiens, des réalisateurs. On peut pas empêcher les gens de prendre Rambo le premier comme un film très 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 guerrier, alors que c'est pas du tout le cas, ou de comprendre le premier Justicier dans la ville comme un film de pure revanche, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais oui, forcément, vu que c'est un film qui va nous dire que la réalité n'est pas ce qu'elle est, que il y a une force obscure qui lutte pour nous asservir, forcément, ça peut prêter le flanc à des lectures complotistes, évidemment, malheureusement. Et les complotistes ne sont jamais les derniers pour interpréter un film ou un livre ou n'importe quelle œuvre comme ça les arrange. Donc Matrix, évidemment. Sur la longévité aussi de Matrix, est-ce que le côté Internet a aussi joué? Parce que j'ai l'impression que le film a bénéficié aussi de ça. C'est-à-dire que son culte, même pour les gens qui ne l'ont pas vu à l'époque en salle, son culte a été beaucoup entretenu via le développement accéléré des cultures numériques dans les années qui ont suivi sa sortie. Oui, le film a bénéficié justement de l'essor d'Internet, et puis c'est un film aussi qui esthétiquement essayait d'en reprendre des codes et de les appliquer à l'image. Voilà, ce qu'on retient de Matrix, c'est qu'il a été beaucoup, mais repris sur un nombre invraisemblable de sites internet du début de la démocratisation d'Internet, vraiment fin 90, début 2000, c'est ces lignes de code avec cette couleur verte, quoi. Et moi, je me rappelle vraiment d'avoir vu ça, mais bon, pas sur un site sur deux, mais sur un nombre incalculable de sites. Il y avait pas toutes les mises en page et les valorisations de sites visuels qu'on peut voir aujourd'hui, mais c'était un code graphique qui était repris, mais à tire-larigot, et qui même en fait a défini les débuts de l'internet, vraiment de l'internet démocratisé de cette époque-là. C'était le film qui était synchrone à ce phénomène, en fait. Et c'est un film qui perpétue c'est cette idée que nous ne sommes qu'une seule et même conscience, toutes connectées les unes aux autres, ce qui était l'idée d'Internet à la base. Merci à François Caux pour ses réponses. Je vous recommande une nouvelle fois d'aller écouter son excellent podcast Discordia. Il se peut que vous m'y croisiez de temps en temps. Programme B, c'est un podcast Binge Audio, une marque Urbania. Cet épisode a été préparé par Charlotte Beck, c'est réalisé par Octave Bautier. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.